Bonjour, aujourd'hui dans Les Experts, je reçois Michel Wintrop, écrivain de polar. Vous allez tout savoir sur Michel. Bonjour Michel. Bonjour, comment ça va? Ça va impeccable. Peux-tu nous parler de ton parcours, s'il te plaît? Oh, ben moi j'ai un parcours totalement atypique, dans ce sens, c'est que j'ai mené pratiquement toute ma vie une double activité Mhm. de professeur d'économie à l'université et de violoniste. En tant que violoniste soliste, j'ai joué toute ma vie, enfin une bonne partie de ma vie en concert. D'accord. Donc voilà, j'ai toujours assumé mes passions jusqu'au bout. Voilà. C'est bien ça. En restant libre, Ben, c'est important. oui, je suis fondamentalement libre. Disons qu'en dehors de la musique et du violon, le reste c'est du remplissage, mais du remplissage de qualité. Voilà, l'économie, bon, ça m'a plu, ça m'a pas passionné, mais ça m'a plu. Je me suis surtout aperçu que personne ne comprenait rien. Et voilà, mais sinon, ma vie, c'est la musique et puis l'écriture depuis très longtemps. Alors je disais justement dans l'écriture que tu écrivais des polars. Et attention, des polars avec des énigmes quand même assez tortueuses, quoi. Bah, d'abord, j'écris pas que des polars. J'ai écrit une vingtaine de bouquins. Mhm. Les cinq derniers sont des polars. Maintenant, je suis complètement dans les polars. Mais avant, j'ai écrit des livres pour pas qu'on oublie, disons, pour rendre hommage un petit peu à ceux qui ont apporté beaucoup de choses. Dans mes bouquins, je n'ai jamais écrit une seule fois je. J'ai horreur de parler de moi. D'ailleurs, ça n'est pas très facile maintenant. Mais voilà, je me suis mis au polar parce que c'est un espace de liberté complet. Le roman, c'est difficile, à mon avis, parce que il faut une très bonne histoire, et puis il faut écrire convenablement. Bon. Et surtout, c'est un espace de liberté parce que tu as envie qu'il pleuve, il pleut. Tu as envie d'une fille avec des yeux bleus et un gros cul et des yeux bleus. Mhm. Après, il faut s'y tenir. Mais tu fais ce que tu veux, tu crées l'univers que tu veux. Voilà. Alors Et ça, j'ai trouvé que c'était un grand luxe. c'est vrai que tu m'as envoyé un livre que j'ai pas eu le temps de lire, je m'en excuse, c'est pas bien, qui s'appelle Chaîne de sang. Donc je vais le lire, mais par contre effectivement ça raconte en fait une partie de chasse avec effectivement des choses sur la mafia japonaise, sur les yakuza, pour donner un Non, petit non, peu. non, 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 ça raconte pas du tout une partie de chasse. Ça raconte un certain nombre de rencontres de personnes qui se font au cours d'une partie de chasse. Et à partir de là, il y a tout un scénario, des tas de choses qui se développent à travers les personnes. La chasse, c'est une toile de fond, mais c'est à travers des personnes où on s'aperçoit qu'on a affaire à des gens compliqués, et le propre de l'être humain d'ailleurs, mais avec le meilleur et le pire, disons. Et puis, comme une pelote de laine, quand on tire un fil, il y a toute la pelote qui vient, et là, on s'aperçoit qu'il y a évidemment des prostitutions, des jalousies, des problèmes multiples et variés, et puis des mafias de toutes sortes d'ailleurs, qui tiennent un certain nombre de gens. Donc voilà, c'est une histoire qui est compliquée. Oui, oui, peut-être un peu compliquée, mais c'est une histoire qui se tient, c'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur, il y a des choses qui s'emboîtent très bien les unes dans les autres, et puis il y a une issue qui est inattendue. Enfin, en tout cas, je l'espère. Et puis il y a Ça, c'est une des chose. personnages hauts en couleur, hein. Bah, disons que c'est ce qui m'intéresse le plus dans mes romans. Hein. Je veux pas faire de parallèle parce que ça aurait l'air prétentieux et c'est pas du tout le cas et je ne suis pas comme ça. Mais si on regarde Simenon ou Conan Doyle, ce qui les intéressait, c'était avant tout les gens, les personnages, la nature humaine. Mhm. Conan Doyle, les intrigues sont finalement assez simples. Par contre, les personnages sont extraordinaires. Ce sont des personnages qui sont très forts, qui sont euh, forts à tous les sens du terme. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'analyser. Et puis, comme dans mes bouquins, mes polars, il y a une équipe récurrente qu'on retrouve d'une enquête à l'autre. Ça permet d'approfondir, ça permet de montrer des facettes qu'on n'avait pas forcément vues tout de suite de certains personnages.
Quand tu écris un polar, Michel, est-ce que quelque part tu te mets dans la peau d'un journaliste, la peau d'un flic, la peau d'un criminel comment tu ressens les choses? Bah, évidemment, c'est-à-dire que quand on est dans une histoire, on s'identifie complètement au personnage, de façon à, y compris quand c'est dans mes polars, il se trouve que le personnage essentiel, c'est une détective, c'est une femme détective, donc c'est particulièrement aussi intéressant d'essayer de tenter de se mettre dans la peau d'une femme. Et il faut se mettre dans la peau des personnages, bien sûr, sinon c'est pas crédible. Il faut que ce soit parfaitement crédible, c'est-à-dire que les répliques, les comportements, les attitudes soient vrais et qu'on y croit. Qu'est-ce qui fait un bon Voilà. polar en fait? Quelle est la recette d'un bon polar? J'en sais rien. Je sais pas parce que il y a une chose qu'il faut savoir que toute personne qui écrit devrait savoir, ce qui n'est pas forcément le cas, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Donc quelquefois on va faire une histoire. Bon, ça ne peut, le lecteur, la lectrice ne crochera pas du tout. Ou une autre fois, il y aura quelqu'un qui va être complètement accro. Donc c'est très difficile. S'il y avait une recette, ça se saurait. Moi, ma recette à moi, c'est premièrement des personnages forts, des personnages très forts, c'est-à-dire pas des personnages faibles, inintéressants. Il faut que les personnages soient attachants et intéressants, y compris les pourris. Et puis, surtout, enfin ce que je crois, hein, c'est qu'il faut une très bonne histoire. C'est la base de tout. Si l'histoire est banale, si on est plongé dans une histoire qui reprend des choses que l'on vit au quotidien, que l'on voit dans la presse, que l'on voit à la télévision, à mon sens, enfin moi personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. Mais pas du tout. Je veux faire un voyage. Je veux partir de la réalité, je veux décoller, je veux aller ailleurs, je veux faire rêver, je veux voilà, emmener les gens ailleurs. On vit quand même dans une société où il y a il se passe beaucoup de choses affreuses, il y a beaucoup de laideurs, beaucoup de choses qu'on critique, qui nous pèsent. Moi, je veux qu'on sorte de ça. Et en fait, mon polar, c'est de passer un bon moment, à la limite entre Paris et Marseille. C'est un bouquin qu'on achète à Paris, et on le lit dans le train. Voilà, on passe un bon moment. Pour moi, c'est ça. Alors, il y a d'autres personnes, d'autres auteurs qui voient les choses totalement différemment, ce qui est tout à fait normal, et qui d'ailleurs peuvent avoir énormément de talent. Mais par contre, moi, mon truc à moi, c'est de quelque chose de divertissant, de plaisant. Il faut comment dire, s'identifier aussi à certains personnages. Il faut rêver, il faut. C'est un bon. Moi, je compare un peu ça. Ça doit être un bon plat de cuisine, voilà, avec des bons produits et puis quelques assaisonnements. Il faut qu'il y ait un petit peu de sexe, pas trop. Il faut qu'il y ait un petit peu de violence, peut-être un peu, pas trop. Il faut que ce soit dosé, voilà. Il faut, quand on a envie que ça aille plus loin, il faut passer à autre chose. Quel est ton lectorat? Ce sont des femmes, ce sont des hommes Bah, de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, c'est qu'il y a une majorité de femmes. Mais en France, hein, du point de vue des romans policiers, enfin toute la littérature policière, 75% du lectorat sont des femmes. Qu'est-ce qu'elles recherchent, ces femmes, en fait, dans tes livres? Moi, j'en sais rien. Moi, je pense qu'au départ, il y a une curiosité. Il y a une curiosité. Et puis, ce que je constate, c'est que beaucoup de lectrices s'identifient à mon héroïne. D'accord. Donc, c'est quelque chose d'intéressant et puis pour moi, de très gratifiant. Bah oui, Évidemment. oui, tout à fait, ouais. Ça fait plaisir. Non, c'est gratifiant, voilà. Et puis il y a pas mal de d'hommes qui lisent aussi mes polars, et les réactions sont différentes. C'est-à-dire que moi, j'ai mis une détective qui est une femme forte,
qui est plutôt dominante dans sa vie, c'est-à-dire qu'elle se laisse pas guider. Et alors, il y a certains hommes, ça leur plaît beaucoup, il y en a d'autres, ça leur plaît beaucoup moins, parce qu'ils préfèrent des femmes plutôt soumises, plutôt faibles, ce dont, personnellement, j'ai une sainte horreur. Où t'as été chercher ce personnage en fait de femme dominante, détective comment tu l'as créé? Elle est venue de ta propre imagination ou c'est une femme qui existe? Bah, premièrement, c'est évidemment pas une femme qui existe, même s'il y a peut-être des choses dans cette femme que j'ai repris de rencontres que j'ai pu faire dans ma vie. Mais par contre, ce personnage, c'est une réaction. C'est une réaction par rapport à la plupart des femmes qu'on voit dans les séries télévisées, les séries policières. Mhm. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans toutes les séries policières, les femmes, généralement, sont plutôt des femmes assez faibles, même si elles ont des fonctions importantes. Elles ont toujours besoin, très souvent en tout cas, besoin d'une épaule masculine pour s'épancher. Elles ont des problèmes de môme, elles ont des problèmes de fric, elles ont des problèmes de mec qui s'est barré. Donc tout ça, moi, ça m'horripile. Parce que, disons que ça fait partie, évidemment, de la vie, mais c'est pas la face la plus belle de la vie. Moi, j'ai créé une femme qui n'a aucun problème de pognon, aucun problème de mec, aucun problème voilà. J'estime que tout ça, ça pollue l'histoire. Ça pollue l'histoire. Il y a une histoire, une enquête, et puis, il faut pas mêler à ça des problèmes de gamin, des problèmes de la fille qui tombe amoureuse du machin, amoureuse d'un autre, qui envoie... personnellement, j'ai horreur de ça. Donc, il n'y a pas non plus de politique, voilà, il n'y a pas de lutte des classes, bourgeoisie, pas bourgeoisie. Je suis totalement en dehors de tout ça. J'ai créé une femme qui est une réaction par rapport à toutes ces personnalités que je trouve souvent détestables. Je pense par exemple, il y a une série avec une femme juge, elle fait que des conneries, elle est abrupte, je trouve que l'image qui est donnée n'est pas bonne. Et puis, une bonne partie des femmes ne sont pas comme ça. Moi, j'ai toujours constaté que les femmes, enfin, en tout cas, j'en ai connu beaucoup, des femmes qui étaient des belles femmes, qui avaient du caractère, mais personne ne les faisait chier. Jamais. Parce qu'elles avaient une façon d'être, une façon de parler, de regarder, qui fait que elles étaient respectées par tout le monde. Je pense en particulier à des milieux professionnels dans lesquels j'ai évolué. J'ai souvent constaté ça. Mhm. Est-ce que tu as des mentors, des références effectivement sur lesquelles tu t'es appuyé dans le polar? Ah oui, bien sûr. Il y en a beaucoup que je n'aime pas du tout, donc ça a été un contre-exemple. Mhm. Donc ça m'a beaucoup servi de ne pas faire ce que d'autres faisaient, où il y avait du sang partout, du sperme partout, etc. Donc ça, j'ai horreur de ça. Et puis, non, j'ai toujours été un admirateur inconditionnel de Conan Doyle, de Simenon, d'auteurs comme ça qui écrivent merveilleusement, qui dressent des personnages merveilleux, Simenon, en 4 lignes, il a tout dit, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Alors, ce sont des... Bon, et puis, il y a bien d'autres personnalités, en dehors du roman policier, qui m'ont influencé du point de vue de l'écriture, évidemment. Il y a des auteurs, par exemple, que j'adore, qui sont des références du point de vue du style, de la beauté du style. Je pense, par exemple, à Karen Blixen, que j'ai tout lu, relu. C'est fabuleux, quoi. Puis il y a des auteurs comme Henri Troyat, en 2 lignes, il dit tout, avec un vocabulaire fantastique, avec aussi une espèce il y a un côté pudique aussi dans l'écriture. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait, comment dire, une écriture pour le polar, une écriture pour ce qui n'est pas le polar. Moi, je suis le produit des influences que j'ai subies, voilà, et puis des gens que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Bon, par exemple, dans le domaine de la chasse, bon, j'ai chassé une grande partie de ma vie, donc j'ai connu beaucoup de gens, des gens bien, des gens moins bien. Donc l'ambiance, en tout cas, m'a servi, naturellement, puisque j'ai vécu ça. Mhm. Dans le bouquin que tu as
Euh, il y a des scènes qui se passent en Sologne, par exemple. La Sologne, je l'ai fréquentée pendant 30 ans de ma vie, pratiquement. Donc, je sais ce que c'est que la Sologne au petit matin, c'est indescriptible, tellement c'est beau, tellement c'est merveilleux. Donc, Alors il faut savoir retranscrire ça. j'aimerais qu'on parle également, Michel, de l'aspect édition. Parce qu'en fait, l'aspect édition, c'est MW Édition. Donc je suppose que c'est toi. Ben oui, c'est très simple parce que moi j'ai publié pas mal de bouquins, y compris chez Flammarion, chez La Martinière, chez des éditeurs qui sont des gros éditeurs. Et puis j'ai pas eu ils n'ont pas voulu de mes polars. Pourquoi? J'en sais rien. Ils ont considéré, enfin je pense surtout qu'ils n'ont pas lu d'ailleurs, parce qu'ils n'éditent pas un livre, ils éditent un auteur. Donc comme moi, je n'étais pas connu dans ce domaine. Euh, Voilà, et puis beaucoup d'éditeurs préfèrent publier des romans policiers étrangers parce qu'ils ont des aides financières pour les traductions, donc ça leur coûte pas cher. Mais donc, devant ce mur, en quelque sorte, ben, j'ai décidé de les éditer moi-même. Donc j'ai créé une petite maison d'édition, et puis je les diffuse moi-même. D'accord. Ils sont tirés à Et combien d'exemplaires? c'est un gros avantage, c'est que je travaille avec un maquettiste qui est un maquettiste fantastique que j'avais connu chez Flammarion pour la mise en page, pour tout ça. Bon, donc je travaille avec des professionnels. Moi, c'est pas moi qui fais ça. D'accord. Chacun son métier. À combien je tire? Ben, c'est très simple. Hein. Chaque bouquin est tiré à 1000 exemplaires au début, et puis voilà. Puis après, on voit ce que ça fait. Oui, et puis, alors là, étant donné que tu es l'éditeur, en fait, tu reçois le plein régime des ventes de tes livres. Comment ça se passe? Ou c'est un pourcentage? Ben, ça se passe très facilement. Quand tu édites chez un éditeur, tu as un pourcentage de droit d'auteur, Mhm. qui est en général entre 8 et 10%. Bon. Et puis, tu as quelquefois, si tu as une certaine réputation et que si le tirage est suffisant, tu as un avaloir, c'est-à-dire qu'on te donne une avance. Voilà. D'accord. Bon, moi, dans mon cas, j'ai tous les frais qu'il faut déduire. Par exemple, si je fais un bouquin à 1000 exemplaires, bon, ça me coûte tant. Il faut rajouter les frais divers et variés. Bon, Ouais. après, quand je vends un livre, je vends un bouquin, il y a des frais de port. Mhm. Donc je dois calculer ces frais de port, vendre mon livre un peu plus cher de façon à amortir en partie les frais de port. Bon, je touche, disons, 80% du prix du livre vendu. D'accord. Là-dessus, je dois payer des charges. Mhm. Donc je suis auto-entrepreneur, donc je dois payer à peu près 20%. D'accord. Et après, c'est ce qui reste. Et ce qui reste, ben, ça doit être déclaré. Donc après, tu payes des impôts là-dessus. Bah oui. Bon, mais moi, mon rêve, ça a toujours été de payer énormément d'impôts. Donc, ce qui n'est pas le cas, puisque j'ai pas beaucoup de revenus. Mais voilà. Donc, ça se passe comme ça. Mais Et il est évident que je fais pas ça pour gagner ma vie. Si je gagne un peu d'argent avec, je suis très content. Mais si je faisais ça pour gagner ma vie, je serais mort de faim depuis longtemps. comment tu choisis tes couvertures en fait? Parce que là, par exemple, j'ai chaîne de son, donc on voit effectivement une Oui, photo avec une femme qui est en train de tirer. Comment oui. les couvertures, tu les choisis en fait? Comment elles sont réfléchies ces couvertures? Bah, il faut que la photo soit belle. Mhm. Il faut qu'elle représente. Bon, je dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux, hein. C'est mon choix. Peut-être que quelqu'un d'autre choisirait des couvertures plus attractives, je ne sais pas. Mais il faut que la photo représente quand même quelque chose qui ait une relation entre la photo et ce qu'il y a dans le livre. Ça, c'est mon point de vue. C'est le Et béaba, ouais. il faut que ce soit très simple. C'est-à-dire que le bouquin que tu as, bon, ben, c'est une femme qui est en train de tirer, donc on voit tout de suite une scène de chasse. Mhm. Et une femme, ce qui n'est pas anodin, bien sûr. Bon, dans d'autres bouquins, c'est autre chose. Il y a un bouquin, Le Fou de Cussy,
c'est une histoire qui se passe dans un manoir Morvandiau. Bon, bah, c'est un manoir un petit peu inquiétant qui se trouve en photo. Le vicaire de Nonville, je savais pas quoi mettre. Donc là, bah, j'ai mis une paire de bottes. D'ailleurs, je me suis aperçu que c'était la couverture la plus attractive, apparemment. Pourquoi? Parce que c'est simplement quelque chose qu'aime porter la détective. Donc c'est un clin d'œil. Voilà. Mais il faut qu'il y ait une relation avec quelque chose. Si c'est une photo simplement avec un revolver posé sur une table et puis du sang qui coule, on voit tout de suite qu'il s'agit d'un polar. Mais on ne voit pas forcément la relation entre l'histoire du bouquin et la photo. Tu vois, donc c'est une démarche un peu différente. Alors, qu'est-ce qui se vend bien aujourd'hui? Ce sont les livres brochés ou ce sont les livres numériques? J'en ai aucune idée. Pour moi, un livre, c'est broché. Bon, le numérique, c'est pas un livre, c'est un texte. Donc c'est autre chose. Et moi, je suis un amoureux des livres. J'ai toujours vécu au milieu des livres. J'ai lu toute ma vie beaucoup. Je lis beaucoup encore, bien sûr. J'aime les livres, quoi. Pour moi, un livre, c'est du papier avec porteur d'un texte. Donc le numérique, pour dire la vérité, je sais même pas ce que c'est. Le numérique, ce sont ces livres, ces e-books, comme on appelle ça, ou ces livres électroniques qu'on peut lire dans une liseuse, quoi. Voilà, je suis pas là-dedans. Peut-être que ça serait bien, mais moi, je suis pas là-dedans. C'est pas mon truc. Moi, je suis plus jeune, hein, évidemment, donc je suis attaché au bouquin. J'aime bien. Et puis quand on lit un bon bouquin, j'ai peine à imaginer qu'on ne l'ait pas. C'est-à-dire que moi, quand les livres que j'aime, je les ai chez moi, je les vois, ils sont dans ma bibliothèque, je les regarde comme des amis. Des livres, c'est des amis. Il y en a certains que j'ai lus plusieurs fois. Par exemple, ce que je fais souvent le matin très tôt, après le café, je prends un bouquin et puis je lis 10 lignes ou une page, comme ça, au hasard. Et ça remet les idées en place. Par exemple, si je prends une vieille édition, une belle édition de Balzac. Donc, je prends un bouquin de Balzac, je lis une page, c'est effrayant. C'est totalement effrayant parce que quand tu lis une page prise au hasard de Balzac, tu as pratiquement envie d'avoir une feuille et un crayon pour recopier 2, 3, 4 phrases, tellement elles sont extraordinaires et géniales. Donc ça te remet en face de ta médiocrité. Donc tu te rends compte à quel point tu es un nain, t'es nul. Alors c'est pas du masochisme, mais disons que ça remet les idées en place. Tu comprends? Voilà, tu lis des choses écrites par des gens qui avaient du génie et qui étaient capables d'un style absolument fabuleux. Donc je trouve que de commencer souvent la journée comme ça, ça remet les idées en place. Allez, il nous reste effectivement 3 questions. Peux-tu nous parler d'une journée type de travail? Tu es un lève-tôt, comment ça se passe le matin jusqu'au soir? Bon, ça se passe toujours différemment parce que moi j'ai horreur des plans, j'ai horreur de tout ce qui est organisé d'avance. J'ai presque une phobie de ça. Par contre, moi je me lève le matin à 6 heures, autour de 6 heures, quelquefois un peu plus tôt. Je traîne toujours au petit déjeuner en lisant des journaux, des articles de journaux, et puis quand je vais dans mon bureau, bon, comme je viens de te le dire, je lis souvent un passage ou une page d'un auteur, et puis ensuite je travaille généralement de 7 heures, 6-7 heures à 10 heures du matin, 10-11 heures. Et puis voilà. Comment tu te... Et puis dans la journée, quelquefois. D'accord. Et puis les idées pour mes romans, ça vient la nuit. Ah. Voilà. C'est-à-dire que je peux pas dire que je travaille la nuit, mais la nuit, je repasse le film de ce que j'ai écrit. Je me rends compte qu'il y a des choses qui sont pas forcément
très bonne. Et puis, voilà, donc tout d'un coup, paf, il y a un truc qui sort, et je m'en sers le lendemain. Et puis ce que je fais, la première chose que je fais, c'est de relire ce que j'ai écrit la veille ou l'avant-veille. Toujours. Ce qui fait que je corrige, je m'aperçois qu'il y a des répétitions, je m'aperçois qu'il y a un verbe, il y a un peu trop de verbe être ou de verbe avoir. Donc je supprime, j'arrange, j'améliore. Mais ça, disons mes bouquins, si j'ai pas relu 50 fois le même passage, j'ai rien relu. Ok. Je relis, sans cesse. Alors, Pour corriger, pour améliorer. comment tu te projettes dans un an? Il me restera une question et on aura terminé. Dans un an, Ouais, comment tu te projettes? je me projette pas du tout. Comme disait Paul Valéry, l'avenir, c'est plus ce que c'était. Non, je me projette pas du tout. Moi, je vis dans le présent. Le seul moment où je peux me projeter, c'est quand j'arrive aux 3/4, aux 4/5 d'un bouquin, j'ai du mal parce que je suis déjà dans le prochain. Mhm. Je suis déjà dans le prochain. Donc, c'est une façon de se projeter. Par contre, je sais pas. Surtout à l'heure actuelle, ce que je me dis, c'est que j'espère que l'année prochaine, je pourrai retourner encore en Irlande pour pêcher le saumon. J'espère. Mais on est dans une période telle que on n'est plus sûr de rien, quoi. C'est vrai, ouais. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Michel? Très bien, très simple. Très simple, tu laisses parler, déjà c'est pas mal parce que la plupart des interviews, les gens passent leur temps à couper la parole aux autres. Et ils ne savent pas interviewer. C'est-à-dire que quand je regarde la télévision, par exemple, l'intervieweur se met toujours au même niveau que l'interviewé. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'un dialogue entre deux personnes. Or, l'intervieweur a rien à dire et la personne interviewée a tout à dire. C'est pas péjoratif pour l'intervieweur, au contraire. L'idée, c'est de poser la bonne question et puis de laisser parler celui qui est en face. Ça devrait être comme ça. Mhm. Mais la plupart du temps, il y a une espèce d'impatience ou une volonté de se mettre en avant qui fait que on n'arrive même plus à suivre. Je pense par exemple à des interviews de gens comme Michel Onfray ou d'autres qui ont des idées à développer, des choses à développer, intéressantes à dire. Mhm. Ben, malheureusement, souvent, ils sont coupés. Ils sont coupés par des gens en face qui, d'abord, qui ne savent rien, qui n'ont rien compris, qui n'ont aucune culture et qui n'ont pas le millième de ses connaissances, et ils le coupent. Donc c'est pour ça que souvent, je le vois, je pense à lui, mais il y en a beaucoup d'autres, qui sont exaspérés. Alors c'est pas pareil avec les hommes politiques, parce que de toute façon, ils répondent jamais aux questions. Donc c'est normal qu'il faut leur rentrer dedans pour les ramener sur les rails, et ce qui arrive rarement, malheureusement. Mais voilà, donc non, c'est le fait de poser une question et d'attendre la réponse, même s'il y a quelquefois des digressions, c'est agréable. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Voilà. Comment on peut effectivement continuer la conversation avec toi après cette interview? Sur Facebook, sur LinkedIn, quels sont les réseaux sociaux où tu es? Ah ben, moi, je suis simplement sur Facebook, sauf que j'ai un problème en ce moment. Ma messagerie a été bloquée. Je sais pas. J'ai dû dire une connerie quelque part. Je ne suis même pas au courant. Mhm. Bref, elle est bloquée. Je peux plus dialoguer avec les gens qui sont des amis sur Facebook pour l'instant. Mais non, c'est facile. Et puis, il y a mon site internet mwedition.fr. On peut parfaitement m'écrire là. Moi, je réponds systématiquement, bien sûr. Et puis commander mes bouquins, puisqu'ils sont en vente sur ce site. Tout à fait, tout à fait. J'invite les gens d'ailleurs à te lire parce que moi j'ai lu un peu la quatrième de couverture comme ça parce que j'ai pas eu le temps de le lire mais je lis très lentement. Moi il me faut une semaine pour lire un livre donc c'est un peu long. Mais je vais lire effectivement Chaîne de son et c'est vrai que j'ai passé un très très bon moment, j'en suis certain. Ah bah, j'espère. Un bon livre, de toute façon, pour moi, il n'y a qu'une définition. C'est que quand on l'a commencé, qu'on ne peut plus le lâcher. Bon, je ne parle pas des livres sérieux,
de philosophie ou d'autres sur lesquels on vient, on revient, c'est autre chose. Mais un polar, quand on a commencé, si on n'est pas pris à la 5e ou 6e page, c'est pas la peine. Ah, c'est clair, il faut que ça soit le temps, quoi. C'est important. C'est important. Il faut que ça soit le temps. Puis il faut qu'on ait envie, de découvrir la suite. Et il faut surtout qu'on soit surpris. C'est-à-dire qu'on s'attend à quelque chose et puis il se passe quelque chose d'autre. Ah, il y a une question qui me vient à l'esprit, Michel, ce sera la dernière de cette interview. Comment tu fais pour te détacher de tes personnages ? Moi, je me détache très facilement. Quand je suis dedans, j'y suis à 100%. Et puis, quand je quitte ma table de travail, c'est fini. Je les retrouve la nuit. Les retrouve la nuit. Parce que, oui, je rêve à ce que j'ai écrit, l'histoire. Il y a des choses qui ne me plaisent pas. Je trouve que le développement n'est pas suffisamment intéressant, c'est banal. Ouais, j'ai été journaliste pendant une partie de ma vie. Et malheureusement, c'était quelque chose qui me nuit. Dans ce sens, c'est que ça m'a forcé à faire court. Et j'ai toujours l'impression d'être trop long. Quand j'écris quelque chose, j'ai toujours l'impression d'être trop long. Alors je raccourcis. Et puis quelquefois, des lecteurs me disent « Oh ben là, t'aurais dû développer plus, on aimerait. » Voilà. Bon, ça m'a marqué, ça. J'ai passé pas mal de temps en agence de presse. À une époque, je travaillais dans une agence de presse agricole à Paris. Et j'avais un patron qui était un type, c'était Jacques Bassière, pour ne pas le nommer, qui était un type exceptionnel. Ce qu'on appelle un très grand monsieur. Et lui m'avait appris à synthétiser, il m'a appris à aller à l'essentiel. 2 et 2, ça fait 4. Et puis, on ne tourne pas autour du pot pendant 50 lignes, etc. Il m'a appris à structurer, il m'a appris à organiser ma pensée. Donc, c'est ce que j'essaye de faire dans mes polars. Quelquefois, je suis un peu trop court, et par la peur d'être trop long. Voilà. C'est quelque chose qui est quelquefois un handicap. En t'écoutant, Michel, en tout cas, on a passé un bon moment et puis on s'est rendu compte que tu étais un drôle de personnage, toi aussi, un véritable personnage de roman. Et ça a été vraiment un grand plaisir de te recevoir dans Les Experts. Si vous aussi vous voulez être interviewé, vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr, www.libre-antenne.fr pour le site internet. Vous allez sur podcast, j'en perds ma voix. Et puis je vous dis à demain avec un nouvel invité. Merci Michel, tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne. Merci.